Bonjour à tous. Donc nous allons tenter par cette vidéo d'analyser les élections qui viennent de se dérouler en Turquie. Les Turcs ont voté non seulement pour élire leur président, mais également leurs députés. Donc un peu plus de 59 millions d'électeurs étaient inscrits, dont 3 millions à l'étranger. Et il y a eu un taux de participation de 87%, qui est un taux record. La Turquie est historiquement très politisée et les citoyens se déplacent en masse aux urnes. Contrairement à des dictatures ou des pays autoritaires, vous savez que la participation est très basse et le score du chef de l'État est plus de 90%. Donc là, en Turquie, on assiste à un taux de participation énorme avec des taux pour les partis très corrects, très on va dire normal. Donc les accusations de pays dictatoriaux, antidémocratiques, etc. ne tient pas debout. Donc Erdogan a réussi son pari avec un peu plus de 26 millions de votes, soit 52,5% des voix, qui lui donne très l'avantage. Et il devient, donc après avoir été le premier président à être élu au suffrage universel direct, là il devient le premier président avec la nouvelle constitution qui lui donne quelques pouvoirs en plus. Mais l'Assemblée nationale reste quand même un très bon levier. Et avec son allié, donc l'AKP obtient la majorité absolue. Donc, en fait, pourquoi Erdogan a gagné encore une fois? C'est très simple. Donc, en fait, quand on parle avec des Occidentaux qui connaissent bien la Turquie d'avant, donc qui savent que non seulement les Kurdes, mais aussi les conservateurs, les musulmans, avaient des gros soucis de liberté, de démocratie, de droits de l'homme, et qui savent très bien, aujourd'hui ils nous disent, mais est-ce que vous craignez encore toujours pour votre mode de vie? Parce que on entend souvent les médias occidentaux parler de mode de vie des laïcistes, des kémalistes, etc. Mais en fait, les plus menacés, c'est quand même restent les conservateurs. Donc, et nous, on leur répond tout simplement, oui, on craint toujours en 2018 pour notre mode de vie. Pourquoi? Je vous explique. Le 23 juin, lors du meeting de Muharrem İnce, qui est candidat de l'opposition, des milliers de gens ont crié pendant quelques minutes « Vengeance, vengeance ». Ça semble être surréaliste, mais oui, les gens criaient « Vengeance ». Vengeance de quoi? Pour qui? Contre qui? C'était hallucinant. C'est vengeance contre 16 ans de pouvoir démocratique. Donc, si ces gens arrivent à crier vengeance, vengeance pendant un meeting électoral, oui, en 2018, donc les gens conservateurs craignent pour leur mode de vie, pour leur sécurité. Il faut savoir qu'avant Erdogan, il était pratiquement impossible de parler de son identité kurde, de son identité musulmane, etc. À tel point, par exemple, que jusqu'en 1950, c'était un parti unique. Aujourd'hui, les Occidentaux donnent l'exemple de la Turquie qui a donné le droit de vote aux femmes avant la France. Sauf que jusqu'en 1950, donc c'était un pays qui était gouverné par un seul parti. Donc on est passé à la vraie démocratie après 1950. Et même pendant ces périodes-là, l'armée avait son mot à dire. La mentalité kémaliste était quand même dans la bureaucratie. Par exemple, l'appel à la prière qui doit être fait en arabe a été transformé en turc. Donc c'est pour vous dire à tel point c'était difficile. Avec l'arrivée d'Erdogan, les mentalités ont changé. Aujourd'hui, l'État a une chaîne publique kurde. La majorité des Kurdes votent effectivement pour ADP, qui est un parti pro-kurde, mais le deuxième parti qui arrive largement en tête, les autres partis sont vraiment effacés dans ces zones-là. Donc c'est l'AKP. Donc parler de massacre de Kurdes, etc. ne tient pas debout. Les médias occidentaux n'arrivent pas à toujours faire la différence entre le PKK et les Kurdes.
Aujourd'hui, si dans l'est de la Turquie il y a un combat, c'est entre l'État et le PKK, puisque les Kurdes sont reconnaissants de cette liberté et ils le voient très bien, et donc eux votent pour l'AK Party, pour Erdogan, qui a réussi à ramener une certaine liberté, une certaine démocratie et surtout de la stabilité dans la région. Alors, par ailleurs, on parle souvent dans les médias français qu'il y a une crise économique. Or, les médias oublient de dire qu'avant Erdogan, l'inflation était dans les 70-80%. Donc aujourd'hui, si on arrive à 15% d'inflation, pour les Turcs, c'est pas dramatique. On ne retombe pas dans les années 2000. Donc, c'est très très simple, les Turcs ne voient pas pour l'instant de crise économique. Il faut savoir qu'avant le mouvement Gezi, que tant les Occidentaux avaient soutenu, l'inflation était à 4%. Le devise était très stable, donc après le mouvement Gezi, ça a commencé à un peu partir en vrille, et les Turcs voient ça comme une atteinte à la liberté, à l'indépendance de la Turquie, et de ce fait, ils n'acceptent pas l'ingérence des Occidentaux et votent pour Erdogan. Jamais les pays occidentaux ne s'étaient ingérés autant dans les élections turques. Quand vous lisez les médias français, vous avez l'impression d'être en Turquie. En fait non, c'est bien les médias français qui parlent de la Turquie, et en plus ils donnent des consignes de vote contre Erdogan. Donc ça a été très mal perçu par les jeunes surtout, qui sont même parfois anti-Erdogan, mais qui n'acceptent pas l'ingérence des pays occidentaux. Quand Erdogan parle aux Turcs de France, quand il leur demande de s'intégrer, de s'investir plus dans la politique, les médias crient au scandale en disant Erdogan ne peut pas se mêler. Mais pourtant, quand vous lisez les titres, vous voyez bien que c'est d'abord les médias occidentaux qui se mêlent de la Turquie. De ce fait, en fait, ils ont vraiment une totale confiance à Erdogan. Peut-être il n'est pas parfait, peut-être il fait des erreurs, mais il fait avancer le pays. C'est ça qui est important. Le niveau de vie du Turc a considérablement augmenté depuis ces dernières années. Il y a une classe pauvre qui est passée en classe moyenne, et une classe moyenne qui est passée en classe aisée. Donc ça, les Turcs, ils voient que Erdogan les a fait avancer. Alors des petits cailloux par-ci par-là ne leur fait pas perdre la confiance qu'ils ont à Erdogan. Quand on regarde le président français Emmanuel Macron, qui fait beaucoup plus de fautes, et pourtant il est là, il a quand même son soutien, pas autant qu'Erdogan, mais Erdogan a fait vraiment baisser le chômage, l'inflation, la stabilité. Ces quelques derniers mois ne font pas les 16 ans de politique. Donc les Turcs ne sont pas si bêtes. Parfois on les traite de villageois, de bergers, des incultes qui ne savent rien, mais contrairement à ce qui est affirmé, les gens savent lire, ils savent s'informer. La technologie est aussi rentrée dans les domiciles, dans les habitats des Turcs, donc ils sont pas si bêtes, ils savent très bien ce qui est en train d'être fait. Par ailleurs, la croissance a été là, donc quelle que soit la façon de le faire, la croissance est là, le pays avance, les grands projets. Aujourd'hui, les projets qui sont en train d'être faits, c'est pour 100 ans, 200 ans plus tard. Donc de dire on arrête ces projets-là, ça sert à rien. Les Turcs, ils n'acceptent pas parce qu'ils sont fiers de ces projets. Un troisième aéroport en Turquie qui va accueillir 90 millions de voyageurs, ça fait quand même énorme. Donc ça va apporter des touristes, ça va apporter des devises. Les gens savent analyser cela. Par ailleurs, Erdogan, quand il est arrivé au pouvoir, c'était en 2002. Donc les gens qui avaient 2 ans, 3 ans, aujourd'hui ils sont à l'âge de voter. Alors, l'opposition tente toujours de faire croire que la jeunesse se détourne de la partie et qu'ils votent pour l'opposition. Mais en fait, quand on regarde,
la jeunesse grâce aux témoignages de leurs parents, leurs grands-parents. Ils savent ce qu'a fait Erdogan pour la Turquie. C'est vrai que les médias ne vous disent jamais ce qui s'est passé avant. La monnaie n'était pas stable du tout, les hôpitaux c'était vraiment catastrophique. Si vous ne payez pas d'avance, vous étiez pris en otage, vous ne pouvez pas trouver de médicaments, les poubelles dans la rue n'étaient pas ramassées, il n'existait pas d'eau potable dans les robinets. Donc tout ça, peut-être que les médias occidentaux vont nous prendre pour des fous. Ils vont dire ils croient à l'homme providentiel, mais c'est Erdogan qui a changé la vie des Turcs. Donc comment ne pas être reconnaissant? Aujourd'hui, si on est arrivé à ce point-là, aujourd'hui l'opposition dit mais c'est pas avec son argent qu'il l'a fait. Oui, d'accord, mais l'opposition ne l'a pas fait non plus à l'époque, c'était pas son argent. Donc les Turcs voient cette réussite et donc continuent à donner sa confiance. Par ailleurs, ce qui est drôle, c'est que l'opposition, donc qui s'est rassemblée grâce au changement de la Constitution, encore une fois, les médias ne vous le disent pas. Sachez que la Constitution a été modifiée. Cela a permis déjà à 3 candidats sur 6 de pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Or, dans la Constitution précédente, il fallait que les candidats aient des députés à l'Assemblée nationale. Or, aujourd'hui, avec 100 000 signatures des citoyens, qui est beaucoup plus facile d'obtenir que les 500 signatures des élus en France, 3 candidats l'ont obtenu facilement, en dépassant largement même, et se sont présentés. Ensuite, effectivement, il y a le barrage de 10%. Et en France, pour arriver au deuxième tour, c'est 12,5%. Et il y a double tour. Donc parfois, plutôt que voter pour quelqu'un, on vote contre quelqu'un. Donc là, Erdogan, encore une fois, a permis à des partis de s'allier. Si le total de l'alliance dépassait les 10%, tous les partis, même s'ils n'ont pas obtenu individuellement les 10%, étaient considérés comme avoir dépassé. Donc tout ça, c'est des avancées démocratiques que l'Occident refuse de voir. Mais ce qui est fou, c'est que les citoyens turcs ont vu que l'opposition s'était rassemblée autour des personnes totalement contradictoires. Aujourd'hui, les médias